C'est l'heure du sonneur. Et donc, dans un courrier adressé lundi 2 septembre, donc lundi dernier, aux rapporteurs généraux et présidents des commissions des finances des deux chambres, le ministre démissionnaire des Finances, Bruno Le Maire, et d'ailleurs celui des comptes publics, Thomas Cazenave, s'inquiète. Oups, augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités territoriales, une hausse qui pourrait générer un sérieux dérapage, disent-ils, des finances publiques, du déficit un déficit de l'ordre de 16 milliards d'euros. Voilà ce que dit Bercy. Bon, bah, voilà, on n'avait pas tout à fait bien fait nos comptes. Ce qui fait que les comptes publics risquent de monter à 5,6% du PIB plutôt que de baisser comme prévu et comme promis à 3%. Comme promis. Donc voilà, on se demande comment on a pu en arriver à un tel dérapage. Mais évidemment, Bruno Le Maire dit qu'il n'y est pour rien. Nous, on va reprendre les choses dans l'ordre. Et pour ça, je suis très heureuse de recevoir Sylvain Tiget. Bonjour. Bonjour à vous, Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, expert en économie et investissement, fondateur d'Ultra Bourse, cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche, que nous connaissons bien également. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Bercy ? Eh bien, écoutez, Clémence, qu'est-ce qu'il se passe en France pour Déjà. arriver à 16 milliards de déficit? C'est simple, vous regardez nos vidéos depuis 4 ans, on vous explique tout toutes les 3 semaines. Globalement, si vous voulez, c'est la continuité d'une politique budgétaire désastreuse de la part de Bruno Le Maire qui aujourd'hui s'étonne des conséquences de ses propres actes. Il vous dit, écoutez, la situation est catastrophique dans le pays. Oui. Sauf que quand nous, on le disait et qu'il était en poste, il disait au contraire que la France n'avait jamais connu une telle croissance. Donc Oui. là, il y a une chose à comprendre, c'est si la France était dans une situation de croissance extrême, de plein emploi et de boom économique, comme il le disait il y a encore 3-4 mois, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, au moment où il démissionne et au moment justement où il part en Suisse, à Lausanne, il nous annonce qu'il faut faire 16 milliards d'économies? Il y a quand même un double discours, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, mais bon, Bien sûr. à la limite, j'ai envie de vous dire, c'est juste si on a envie de titiller le personnage. Si on s'attaque maintenant au problème du déficit en France, il est structurel, on le sait déjà. Il y a 2 choses en fait. Il y a 2 choses qui coûtent cher en France et qui creusent le déficit. C'est 1, le système des retraites, et 2, malheureusement, le système de santé et le système ensuite social. Donc il y a vraiment, il y a 2 chantiers, c'est retraite et social. Mais attendez, avant qu'on aille sur le fond, pardon, excusez-moi, et ces 2 chantiers et les problèmes structurels, j'aimerais juste qu'on s'attarde encore 1 minute sur Bruno Le Maire. Non, mais on est bien d'accord qu'il ne peut pas faire semblant de découvrir le dérapage. Ah non, bien sûr que non. Le dérapage, il le sait, il le connaît déjà. C'est juste que, si vous voulez, à chaque fois qu'il devait s'exprimer en tant que ministre de l'économie, c'est comme si vous aviez un élève qui avait 0/20 et qui, au moment de présenter son bulletin à ses parents, rajoutait un 2 devant le 0 et ça lui donnait un 20/20 au lieu d'un 0. C'est exactement ce qui s'est passé en fait pendant plusieurs années. Les chiffres, ils sont là. On ne les a pas inventés et on ne les a pas découverts ce matin, le mercredi 4 septembre. Alors, c'est quoi la stratégie, à votre avis, pour lui, que de faire ces annonces un peu à chaque fois au compte-gouttes? Ah bah finalement un petit peu plus, ah bah finalement un peu plus, parce que c'est pas la première fois qu'il fait le coup aussi. À votre avis, c'est quoi la stratégie derrière cette communication? Écoutez, moi, je pense pas qu'il ait spécialement de stratégie. Lui, son idée, c'est de se dire, écoutez, quand j'étais ministre de l'économie, je vous disais que tout allait bien, donc tout allait bien. Et maintenant, c'est plus moi, donc tout va mal. Donc, vous voyez, peut-être que c'est aussi une stratégie. Enfin, là, je vous rappelle qu'il n'est plus fonctionnaire, donc il va devoir trouver un travail dans le privé. Il faut quand même qu'il montre qu'il ait une bonne track record. Donc, peut-être que il essaie de vous dire, quand j'étais ministre de l'économie, c'était le plein emploi, nous étions en croissance. Et aujourd'hui, je ne suis plus ministre de l'économie. Voici les 16 milliards de déficit dans le budget de l'État. Débrouillez-vous. Et puis, c'est surtout la faute du nouveau du nouveau ministre des Finances. Ça n'est pas la mienne. Ouais, ça ne tient pas du tout la route. Je vous propose d'écouter, juste pour clore sur le sujet de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'était le 20 juin 2024, face à Tom Bedoya, c'était dans l'émission Face au territoire sur la 5. Et Bruno Le Maire qui comprend pas du tout ce qu'on peut lui reprocher. Écoutez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez laisser des finances publiques qui sont un cadeau empoisonné, si je puis dire, au Rassemblement national. Mais cher monsieur, vous faites le perroquet. Mes accusateurs, mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat. Mais vous vivez dans quel monde? La République et la démocratie. Je lis les rapports du Sénat, monsieur, ce sont des institutions. Vous oubliez qu'il y a eu la crise du Covid, vous oubliez qu'il y a eu la crise de l'inflation,
Vous comprenez pourquoi il y a eu des reports de crédits aussi importants? C'est parce qu'il y a eu une relance de 100 milliards d'euros exceptionnelle, ça arrive une fois par siècle. Comment pouvez-vous afficher une ambition de ramener le déficit public à 3% du PIB d'ici 2027 alors que vous avez des reports de 20 milliards encore sur le budget général? Monsieur, laissez répondre Bruno Le Maire. Cher monsieur, je ne sais pas dans quel monde vous vivez. Et moi, je vis dans un monde dans lequel la France a connu, en 2020, la crise économique la plus grave depuis 1929. Et nous avons évité un drame économique, social, humain à la France. Nous avons ensuite relancé... C'était le quoi qu'il en coûte, en fait. C'était le quoi qu'il en coûte. Voilà, c'est pas de ma faute. Au contraire, nous avons sauvé la France. J'aimerais bien avoir votre avis, Sylvain Tiget. Il nous fait exactement ce qu'a fait Sarkozy après 2008, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après la crise financière de 2008, il était président. Ils ont fait à peu près les mêmes erreurs. Ils ont dépensé quoi qu'il en coûte. On avait beaucoup de chômage. Et puis, il vous disait, écoutez, mon mandat a été catastrophique parce que j'ai eu la crise financière de 2008. C'est pas non plus faux. Je veux dire, vous tapez une crise, vous avez forcément des conséquences. Maintenant, c'est la réponse à cette crise qui était peut-être disproportionnée et qui n'était pas... Oui, mais pardon, mais ceux qui disent il y avait une crise Covid et plus rien n'a marché, il n'y avait plus d'entreprises qui fonctionnaient, c'est eux qui ont créé cette fermeture. Donc, à un moment donné, il faut aussi être responsable de son propre gouvernement. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord. Sur cette crise-là et sur cette gestion de crise-là, on n'a pas été le pays le plus efficace. Et puis, au final, on a tout fermé pour, au final, liquider l'économie et se surendetter, donner la puissance que nous avions en fait en Europe et aux États-Unis aux BRICS, qui eux ont émergé à ce moment-là, et puis on fait un pognon monstre et ont renversé aussi le rapport de force géopolitique. Tout s'est passé. Enfin voilà, je veux dire, il y a des gagnants, il y a des perdants dans cette crise. Nous avons été les grands perdants parce que nous n'avons pas bien géré nos pays. Et puis ça a été un catalyseur, c'est-à-dire que les pays ne sont pas bien gérés déjà depuis un petit moment en Europe. Alors on arrive ça a été la chute ultime en fait. On revient aux problèmes structurels que vous commenciez à énoncer. Il y en a deux, dites-vous, deux volets. Oui, deux volets. Donc le premier volet, c'est le volet des retraites. Bon, ça tout le monde le sait. Il n'y a pas assez de. Enfin, aujourd'hui, les personnes qui partent à la retraite aujourd'hui reçoivent plus d'argent que ce qu'elles n'ont cotisé. Et c'est qui va devoir payer ça? C'est les jeunes. C'est les jeunes actifs de, on va dire moins de 50 ans qui travaillent. C'est ces gens-là qui payent pour les gens qui partent à la retraite et ils donnent plus d'argent à ces gens-là que l'argent que ceux qui partent à la retraite ont cotisé. Premier problème. Deuxième problème, forcément, il y a de moins en moins de personnes qui travaillent, en tout cas qui se mettent en CDI dans des boulots à long terme. Il y a beaucoup plus de gens qui sont indépendants. Il y a un problème également démographique en France. On aura de moins en moins de travailleurs. Donc, tout ça, ça pose aussi des problèmes. Et puis, il y a un autre problème, si on se projette suffisamment dans le temps, qui est intéressant, c'est avec la robotisation en fait, de notre économie. Moi, je pense que d'ici 20-30 ans, quand j'aurai 50 ans, je pense que tous les travaux ingrats seront faits par des robots et non plus par des humains. Donc, ça sera super pour nous, êtres humains. On n'aura plus besoin de faire les travaux les plus dénigrants et les plus pénibles, ceux qui engendrent des maladies. Le souci, c'est que s'il y a de moins en moins de travailleurs, qui payent sur sa fiche de paie, qui cotise pour le système des retraites? Personne. C'est pas le robot qui fait la tâche, qui va cotiser sur un fonds retraite. Enfin, je veux dire, c'est absolument ridicule. Donc, vous voyez, on va s'attaquer à un vrai problème structurel. On va supprimer des emplois pénibles. D'un côté, c'est super, mais notre système de retraite en France, il est fondé sur un système un peu de Ponzi. C'est tout le monde cotise et à la sortie, on verra ce qui reste. Là, s'il y a de moins en moins de gens qui cotisent, mais il y a toujours autant de gens à payer. Et je comprends pas, parce qu'il y aura quand même toujours autant de personnes qui auront besoin de travailler, donc elles vont bien cotiser d'une manière ou d'une autre. Vous le verrez. De toute façon, ils ont déjà commencé à le faire au Japon. Regardez, au Japon, ils ont un problème démographique qui est fort. Ils ont une population qui est vieillissante, qui ne s'est pas renouvelée, qui n'a pas fait d'enfants. Et qu'est-ce qui se passe au Japon? Ils ont commencé à automatiser certains emplois pénibles. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que quand les gens me disent on a un problème démographique, il faut faire venir des immigrés, si vous voulez, très bien, je m'en fous. Vous faites venir des immigrés et c'est super si c'est votre stratégie. Mais en fait, le Japon, il a résolu ce problème d'une façon assez surprenante. C'est qu'il s'est dit, je n'ai pas besoin de remplacer ma population. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des robots. Donc, des robots vont travailler pour mes petits vieux. C'est fou, mais je pense vraiment que c'est ce qui va se passer dans le futur dans la plupart des pays. En fait, quand ces technologies seront suffisamment développées, les gens vont se dire, écoutez, nous, on reste chez nous, on va prendre 2-3 robots, puis on sera tranquille. Ça va être un monde assez spécial, je suis d'accord, mais je veux dire, le monde dans lequel on vit, il est déjà spécial, donc ça ne m'étonnerait vraiment pas que ça arrive. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des esclaves humains ou des esclaves robots?
c'est une question aussi philosophique à laquelle on peut répondre. Ah oui, mais là, vous ouvrez des portes, parce que Eh bien, même c'est ce un que vrai vous débat. appelez C'est un vrai débat. métier pénible, finalement, on y revient un peu. Hein, tout ce qui est manuel, je Ouais. pense que c'est peut-être justement l'avenir aussi. Enfin, bref, on va pas ouvrir ce débat où on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce que vous voulez dire finalement, c'est que, en fait, finalement, là, vous allez un petit peu, vous êtes un peu en train d'excuser notre ami Bruno Le Maire, en train de dire, nous sommes dans des grands changements structurels, et puis lui, il n'est qu'un élément, un pion, une maille de cette grande chaîne qui est en train de se mettre en place. Et donc finalement, il ne pouvait pas faire grand-chose face à ça, c'est ça? De toute façon, lui, il s'est mis dans une situation où il a été choisi pour exécuter et non pas réfléchir. En fait, si vous voulez, c'est le problème, c'est qu'il faut pas, il faut être suffisamment intelligent pour ne pas enfin, pour voir qui est réellement derrière Bruno Le Maire. En fait, Bruno Le Maire, ça n'a pas été une personne qui a décidé, ça a été une personne qui a exécuté un plan qui lui a été dicté par qui? Par son chef. Son chef, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Donc, Et au-dessus de euh, Emmanuel Macron, c'est qui? et au-dessus d'Emmanuel Macron, bah, vous avez très probablement, je le dis au conditionnel, les Américains. Donc, les Américains, ou en tout cas des intérêts supranationaux qui sont au moins, je dirais, l'Union européenne. D'accord? Il y a au moins l'Union européenne au-dessus et pourquoi pas nos amis américains. Donc, si vous voulez, quand vous ne décidez de rien et que vous n'êtes là que pour exécuter une politique, c'est comme si le sergent dans l'armée avait pris une mauvaise décision, on disait que le sergent était nul. Non, bah, le sergent au-dessus de lui, il a eu son colonel, et puis au-dessus du colonel, il y a eu le chef des armées. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a le général, et puis ensuite il y a le président. Donc, bon, en soi, Et Sylvain Tiget, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose que je ne comprends pas non plus dans la stratégie menée. C'est que si on considère que Emmanuel Macron lui-même est aux ordres, pourquoi pas, d'intérêts financiers, bon, a priori d'intérêts financiers, ou pourquoi mettre la France dans un état dans lequel finalement elle finirait par une mise sous tutelle? Euh, enfin, ça veut dire qu'on ne respecte pas les ambitions financières qu'on est censé tenir. ah bah pour des raisons relativement simples, si la France est mise sous tutelle, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va dire tout ce qui vous coûte cher, on va le privatiser. Donc, qu'est-ce qui nous coûte cher? Les retraites. Les retraites, bah, un système de capitalisation via des assurances privées, c'est un marché, c'est un marché énorme en termes financiers, hein. Le marché des assurances et le marché des retraites privées, de façon mondiale, les pensions privées, c'est un business énorme. Donc, tout le monde a intérêt à récupérer un marché aussi gros que la France, donc déjà un. Et deux, si on vous privatise la santé, pareil, les cotisations santé sur les assurances privées, ça coûte très très cher. Alors, il y a des pays et des assurances où vous avez des niveaux de couverture équivalents à ceux qu'on a aujourd'hui en France avec le système public. Mais bon, ce qui risque de se passer si les soins deviennent privés, bah, c'est qu'ils coûtent de plus en plus cher. D'accord? Oui, bien sûr. Ça me paraît assez évident. Donc, Mm. quel est l'intérêt de mettre la France sous tutelle? Bah, c'est de récupérer, à mon avis, les restes de la bête mourante, en fait, hein, c'est-à-dire les joyaux de la couronne Mm. euh, Les à bas restes prix. qui restent très appétissants. Tout à fait, tout à fait. D'accord, donc ce que vous voulez dire, c'est que finalement, une mise sous tutelle serait pour les fameux, on va dire, ordres financiers qui peuvent nous diriger, ou en tout cas nous recommander aujourd'hui d'avoir une bonne note, etc. Finalement, ce sont les mêmes qui, derrière, nous regardent avec appétit en se disant, s'il y avait une mise sous tutelle, ce serait pas si mauvais pour nous, pour nos intérêts. Oui, oui, je pense qu'il y a cette. En tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que c'est pas anodin, d'accord? C'est pas anodin. À mon avis, il n'y a pas un intérêt, il y en Hmm. a plusieurs. Ça c'est l'intérêt économique. Après, il y a l'intérêt Et aussi l'enjeu, par politique. exemple, ouais, c'est ça, et l'enjeu de Bruxelles, par exemple, dans cette L'enjeu de Bruxelles, bah, configuration. imaginez, aujourd'hui, Bruxelles est dirigé par qui? Il faut se poser la question. Bruxelles est dirigé aujourd'hui par les Allemands. Donc, une mise sous tutelle de la France, c'est au final une annexion de la France sans faire la guerre. C'est magnifique. C'est ce qu'ils ont voulu en 39-45 et en 14-18. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette Union européenne, au final, c'est pas une Union européenne, c'est l'Allemagne qui dirige, qui dicte tout. Tant mieux pour elle. J'ai envie de vous dire, tant mieux pour les Allemands. Moi, j'ai étudié en Allemagne, j'ai mon bac en allemand, j'ai mon diplôme universitaire allemand. Je connais très bien l'Allemagne. C'est un super pays, il est très bien, bon, en tout cas, il était bien dirigé à l'époque où j'y étais. Hmm. Et les Allemands sont un peuple de bosseurs. De toute façon, enfin, il suffit d'aller travailler en Allemagne, vous comprendrez à quel point c'est des gens rigoureux. Bah, très bien, j'ai envie de vous dire, c'est un pays qui, après la guerre, a été surendetté. On leur a effacé leurs dettes après la guerre. Ils ont travaillé, ils ont été dans leur construction européenne et ils ont toujours joué leurs intérêts, chose que nous n'avons absolument pas faite. Oui. En fait,
C'est comme si on s'étonnait d'avoir des mauvaises notes alors qu'on n'a jamais travaillé à l'école. Et c'est comme si on s'étonnait que le voisin a des bonnes notes alors qu'il a toujours travaillé à l'école. C'est la même chose entre C'est la pas France et très l'Allemagne. juste que vous dites, enfin, on n'a jamais travaillé. On a travaillé, mais pas pour nos intérêts. Bah oui, donc si on travaille pas pour nos intérêts, on n'a pas travaillé pour Ouais. moi. Alors que les Allemands ont travaillé toujours dans le sens de leurs intérêts, ils ont mis tout le temps des vétos quand ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts, et chose que nous on n'a pas faite. Si vous voulez, quand on devait rentrer dans l'Union européenne ou pas, enfin quand on devait adopter l'euro ou pas, et que les Français ont voté non, on l'a quand même fait. Donc ça, c'est un exemple très concret pour moi de on ne travaille pas dans le sens de nos intérêts, ou en tout cas de celui de nos citoyens. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça aussi qui est pas intéressant, enfin, qui a mal été fait. Hmm. Les Allemands, si ça avait été le cas chez eux, je ne pense pas qu'ils étaient rentrés dans l'euro. Si leur population avait voté non, euh, ils ne seraient pas rentrés dans l'euro. Il y a aussi ce respect, entre guillemets, de la population qu'on n'a pas. Parce que nous, on se dit quoi? Nos élites se disent, bah, le peuple français est trop con, donc c'est nous qui faisons. Alors que chez eux, c'est organisé en Länder, donc c'est un peu des sous-régions, et chaque sous-région a une espèce de partielle autonomie, d'accord? Et c'est un peu comme en Suisse, ils ont une espèce de confédération. Donc, le pouvoir est assez décentralisé en Allemagne, alors que chez nous, il est à Paris, hein, il est très centralisé. Donc, c'est des fonctionnements différents, c'est pas, voilà. Il faut juste se rendre compte de la conséquence de ces fonctionnements. Quand Ouais, le ouais. pouvoir est centralisé, malheureusement, ça amène des dérives. Quand il est décentralisé, il y a peut-être une meilleure gestion de ce pouvoir parce qu'il y a des contre-pouvoirs partout et ça évite les prises de force ou les abus, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvain Tigé. On retient la mise sous tutelle C'est bon. appétissante de la France. Merci encore. Et je rappelle que vous êtes fondateur d'Ultra Bourse et cofondateur de la lettre d'investissement Les Incorruptibles avec Olivier Delamarche. Merci encore.